Je voulais simplement, brièvement, vous souhaiter la bienvenue à l'Académie du Climat. Donc, c'est un lieu que vous connaissez peut-être, c'est un lieu que vous ne connaissez peut-être pas. Vous êtes ici dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement qui, depuis septembre 2021, accueille en ses murs l'Académie du Climat. Projet qui a vu le jour sur interpellation des jeunes qui ont défilé pour le climat en 2019. La maire de Paris leur a promis un lieu pour pouvoir se réunir et agir pour la transition écologique, et vous êtes ici en ces murs. C'est un lieu pédagogique, c'est un lieu où se déroule tout un tas d'ateliers pour les enfants, pour les moins enfants, pour les plus grands, pour le grand public, pour tout le monde. C'est un lieu où se déroulent également beaucoup de lieux festifs, c'est un lieu de vie ici, et ce week-end en est un vrai témoignage. C'est un lieu, on a vu défiler tout au long de cette journée nombre de gens et nombre d'ateliers et nombre de familles, nombre d'adultes qui sont venus participer à tout ce qui était organisé en lien avec l'ONF, que nous avons donc le plaisir d'accueillir en nos murs depuis jeudi. Et écoutez, je vais vous souhaiter une excellente conférence sur ces petites bêtes dont nous n'aurons même plus peur à l'issue de ce temps de conférence. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir en nos murs à d'autres occasions. Dans l'autre sens. Bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement. Vous savez peut-être pas, mardi prochain, le 21 mars, nous célébrons la Journée internationale des forêts. C'est chaque année ce rendez-vous annuel. Et c'est l'occasion que l'ONF saisit pour faire vraiment un coup de projecteur sur nos forêts, comment elles se gèrent, comment elles résistent face aux défis du changement climatique, comment réagit la biodiversité qu'hébergent nos forêts, tout un ensemble de thématiques. Et c'est à cette occasion qu'on a créé ce festival Forêt en scène, qui est national, donc 120 animations partout en France. Et c'est quelques jours, effectivement, où à Paris, on se pose à l'Académie du Climat que je remercie pour tout un ensemble d'animations, d'ateliers, de conférences. Je ne serai pas plus longue et je cède la parole à Églantine Émeillé qui va effectivement vous parler Petite Bête. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue alors pour cette conférence. Moi, je suis Églantine Émeillé, je suis journaliste animatrice. Donc, je vais juste me faire sans doute le porte-parole de questions que vous pouvez avoir. Mais il va y avoir un micro qui va passer dans la salle parce que je suis sûre que vous-même, vous aurez plein de questions. Et on a à côté de nous 4 intervenants formidables que je vais vous présenter dans quelques instants. Vous le savez, nous allons parler de Même pas peur. Je suppose que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous faites partie de ceux qui apprécient sans doute le week-end ou en vacances. Ah non, j'ai déjà quelqu'un devant moi qui me dit non. Vous n'aimez pas vous promener en forêt ? J'en étais là pour l'instant. Je commençais juste par la forêt, puisque c'est quand même organisé par l'ONF. Donc vous aimez la forêt si vous êtes là. Vous savez qu'une forêt, pour avoir la chance de nous promener dedans, il y a un travail énorme dans les forêts. Les arbres, ça s'entretient, ça se renouvelle. Avec le changement du climat, il faut même parfois changer les espèces d'arbres. Il faut travailler les sols, il faut protéger aussi des incendies. Il y a un travail énorme. Et puis, il y a toutes ces petites bêtes, plus ou moins petites, plus ou moins grosses, qu'on peut être amené à croiser. Alors, normalement, on est enchanté, émerveillé quand au coin d'un bois, on voit une jolie biche. Et puis, il y en a qui, dès qu'ils voient une araignée, un crapaud, un serpent, un rapace peut-être, là, crient au loup presque et parfois se plaignent de croiser ces petites bêtes. Donc, on va essayer aujourd'hui de vous expliquer pourquoi, au contraire, ces petites bêtes, il faut les garder et même les aimer, et en quoi elles sont fondamentales, non seulement pour les forêts, mais aussi pour notre avenir, pour l'avenir de la planète, tout simplement. Et vous allez voir, nous avons avec nous des gens formidables. Je vous présente d'abord Christine Rollard. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes biologiste, arachnologue au Musée national d'histoire naturelle. Tout à fait. La passion des araignées. Ce sont les araignées qui vous font peur, madame ? J'ai eu l'impression, oui. À côté, nous avons Julien Vabre, herpétologue. Bonjour, oui. Herpétologue à l'ONF. Pour ceux qui ne le savent pas, l'herpétologue, il s'occupe aussi des araignées, mais pas seulement. Non, pas du tout. Pas du tout, pardon, de toutes sortes de reptiles, serpents et tout. Reptiles. Nicolas Gilzoul. Nicolas, vous êtes paysagiste et passionné. Alors là, c'est autre chose, c'est par les petites bêtes des villes. Oui. Voilà, il y a plein de petites bêtes aussi dans nos villes parisiennes, qui n'est pas un rat, on vous l'expliquera.
Et ces bêtes-là non plus, il ne faut pas en avoir peur. Nicolas Gilzoul, d'ailleurs, je n'ai pas cité tous vos livres encore. Il y a eu un livre, Bêtes de ville, aux éditions Fayard en 2019, suivi de Chlorophylle et Bêtes de ville. Et puis à l'automne prochain, il y aura toujours aux éditions Fayard, Peur bête. Ça commence bien, hein, on vous dit tout de suite que vos peurs sont bêtes. Et puis Laurent Beg-Shankland, passionné aussi, professeur de psychologie sociale à l'université de Grenoble. Laurent nous expliquerait donc pourquoi est-ce que nous avons ces phobies parfois absolument ridicules. Alors je voudrais peut-être commencer par vous, Julien, puisque nous abordons les forêts. Ok. Dites-nous déjà quelles sont les espèces qu'on croise globalement dans les forêts françaises. Oula, alors si on parle que des reptiles et des amphibiens ou est-ce qu'on parle de tout au sens là? Pour l'instant, vous représentez l'ONF, je voudrais juste un panorama un peu global. En fait, nos forêts abritent un très grand nombre d'espèces, donc des grosses comme les mammifères, les sangliers, les biches, les renards, un peu les loups. Un petit peu, oui. Le loup qui réapparaît par endroits. Mais c'est une multitude d'espèces de plantes, de champignons, d'insectes. Les forêts, quelles qu'elles soient, sont un peu parfois les derniers bastions pour abriter certaines espèces. Puisqu'on a tendance, nous les humains, à empiéter beaucoup sur les territoires. Mais pas trop sur les forêts, en tout cas pas trop sur certaines forêts, donc voilà, on est très vigilant à préserver au maximum parce que justement voilà, elles abritent beaucoup d'espèces et qu'on connaît parfois, qu'on a décrit, on connaît leur nom, on leur a donné un nom, mais souvent on connaît encore assez mal finalement leur écologie, leur fonctionnement, les modes de déplacement, voilà. On sait où elles sont présentes, on sait où elles sont absentes. Bon, mais on n'en sait pas beaucoup plus parfois. Alors quel type d'amphibiens et de reptiles on trouve dans nos forêts? Eh bien, chez les amphibiens, on a plusieurs espèces de crapauds, plusieurs espèces de grenouilles, plusieurs espèces de tritons. Les amphibiens sont souvent assez méconnus parce que très discrets. Alors, on entend certaines grenouilles chanter au bord des mares, ce qui donne un peu l'impression d'ailleurs, souvent les gens pensent que les grenouilles notamment sont des animaux qui vivent dans l'eau, oui. Alors qu'en fait la grande majorité des amphibiens passent le plus clair de leur temps en phase terrestre et ne vont au point d'eau que pour la reproduction. En fait. Et puis les reptiles, eh bien, des couleuvres, des vipères, des lézards qui ressemblent à des serpents. Voilà. Donc, des serpents venimeux, des serpents pas venimeux. Donc on a raison, si vous commencez par le venimeux, on a raison de se méfier en tout cas. En tout cas, l'histoire nous a appris à nous méfier. L'histoire nous a appris à nous méfier parce qu'il a fallu effectivement, à une époque quand même, éviter de se faire mordre et envenimer par certains serpents dont on ne savait pas du tout traiter les symptômes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et puis on verra que souvent la réputation ou l'image des serpents ou la dangerosité des serpents, elle est bien exagérée et beaucoup véhiculée par notre histoire, notre culture ancienne, et puis le cinéma, voilà. Alors on va y venir. Christine, vous vouliez réagir là? Oui, juste au terme en fait de venimeux. Sous-entendu pour nous tout de suite, c'est un animal venimeux est forcément dangereux pour l'homme. Oui. Il faut vraiment distinguer les deux. Hein, c'est pas la même définition déjà. Venimeux, c'est juste un animal qui possède du venin. Ça ne veut pas dire qu'il est dangereux pour l'homme. Il a du venin souvent pour se nourrir. Bon, d'autres un petit peu pour se défendre. Mais dans leur mode de vie, pour la majorité des animaux, on n'est pas en contact. Donc après, dangereux pour nous, il faut vraiment que déjà il y ait un contact. Ouais. Pour que ça soit potentiellement, avec le venin, dangereux pour l'homme, qui est un gros mammifère, qui en général n'est pas les proies de ces animaux-là. Oui, c'est sûr. Donc on va distinguer les deux. Laurent, je vous tends la parole, puisqu'on parle un peu d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a peur de la plupart de ces bêtes? Alors, il y a bien sûr, c'est une origine multifactorielle, on ne peut pas limiter ça à un seul facteur identifié, mais donc on peut bien sûr, et ça a été évoqué, mentionner la culture. Hein, donc il existe
9 millions d'espèces estimées. Il y en a quelques-unes qui nous font particulièrement peur parce que, ça a été dit, donc les médias, les histoires qu'on nous raconte, les films qu'on voit, eh bien, impriment des significations phobiques à ces animaux qui ne sont pas nécessairement corrélés à leur dangerosité objective. Hein, on a une dizaine de morts par an suite à des morsures de requins. Et puis près d'1 million, je crois, suite à des piqûres de moustiques. Voilà. Donc évidemment, il y a une sorte de décorrélation partielle, en tout cas, entre la dangerosité et la perception de dangerosité. C'est parce qu'on a grandi avec des histoires, des contes, où les méchants, où il y avait toujours une araignée qui pouvait nous dévorer, ou je sais pas, vous avez regardé Harry Potter peut-être, non? Il y a ça, mais après, je pense qu'on a été exposé évidemment à des modèles. Moi, je me rappelle de ma mère, dès qu'il y avait par exemple une guêpe à table, ça devenait une sorte de panique. Évidemment, ça peut sembler surprenant, mais ce genre de choses, ça transmet à la génération suivante, aux observateurs, eh bien, des éléments de crainte, de menaces qui doivent être surmontés évidemment par l'habituation, l'exposition répétée à des situations similaires où il ne se passe rien de problématique. Hein. Donc effectivement, mais en tant qu'être vivant, nous avons des réflexes de protection et donc on identifie des catégories animales qui nous semblent être dangereuses ou problématiques. Et bien sûr, ce qui finalement caractérise beaucoup la relation entre l'humain et l'animal, c'est d'abord une forme d'anthropocentrisme, c'est-à-dire que finalement on les positionne par rapport à nous, et beaucoup d'ignorance. Et donc ce mélange des deux crée des constructions absolument abracadabrantes concernant notre rapport aux araignées. Là, il y a une petite araignée qui se promène sur le verre depuis le début. Oui, mais parce qu'elle a repéré sa copine. Voilà, c'est ça. Elle s'est dit qu'elle pouvait aller. Et évidemment, ce n'est pas insignifiant. Il y a une signification qui se promène. C'est quoi cette petite araignée? Il y a des liens en fait qui se font. C'est une petite araignée qui est de la famille des araignées sauteuses. Donc c'est des araignées qui ont deux gros yeux à l'avant. Elles en ont 8, comme la majorité des araignées. Et elle en a 2 gros à l'avant. Et elles sont souvent bien perçues, celles-ci, parce que ça fait un petit peu une représentation avec 2 gros yeux, un peu comme l'humain. Et donc elles sont souvent catégorisées comme étant assez mimi. En plus, elles sont tellement petites. Telle taille du corps, pour celle-ci, ça fait 3 mm. Donc c'est la majorité des araignées, c'est autour de 5 mm de longueur de corps. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui auraient peur du... Je ne sais pas si vous la voyez, c'est l'équivalent d'une fourmi. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de ce genre d'araignée? Non, quand même. Personne. Ok, c'est bon. La taille peut jouer effectivement de toute façon. Et puis après, on parlait de dangerosité. Quand je reçois quelquefois des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées jusqu'à des phobies, c'est pas forcément justement la dangerosité qui est évoquée en premier. Ça peut être d'ailleurs assez facilement enlevé, puisque, on vient de le dire, la dangerosité réelle, elle n'est pas présente de toute façon. Mais c'est après plutôt l'aspect, le déplacement éventuellement, la rapidité, le fait que ça aille se cacher, le fait que ça soit aussi pour beaucoup d'animaux souvent nocturne, donc la nuit c'est mal perçu dans l'esprit humain. Donc il y a aussi tous ces éléments-là qui vont être avancés quand on n'aime pas ces petites bêtes ou ces bêtes un peu plus grosses. Je voudrais qu'on revienne vers vous, Julien, juste pour lister peut-être quelques-uns de ces animaux dont on a très très peur. Finalement, les grenouilles et les crapauds, quand on en croise comme ça dans la forêt, est-ce qu'on doit les éviter à tout prix? Oui, pour leur bien, à eux surtout. En fait, puisque là on est quand même surtout là pour parler des phobies, c'est vrai que chez les amphibiens provoquent rarement des phobies, plutôt du dégoût, voilà. Le crapaud n'a pas forcément une image hyper glamour. Mais si, il se transforme en prince charmant quand on l'embrasse. Alors ceux-là, mais la plupart des crapauds que je connais, non, ça n'a pas marché. Moi, vous avez essayé? J'ai pas essayé, non. C'est ce qu'on m'a dit, Mais ce qui fait un peu le point commun avec tous ces animaux qui nous font peur, c'est que à un moment donné, on a dû apporter des réponses à des questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Donc il y a des croyances qui sont nées. Le crapaud, par exemple, puisque je parlais du crapaud, le fait que si on manipule un crapaud, la peau est verruqueuse, et donc on va avoir des verrues ou qu'on va avoir des maladies. Donc voilà, il y a un côté parfois sale. C'est vrai ou pas? Non, pas du tout. Alors certains amphibiens, certains crapauds quand même, lorsqu'ils ont cette peau un peu granuleuse, parfois, c'est le cas des salamandres aussi, contiennent un venin qu'on dit passif. C'est-à-dire que ce n'est pas l'animal qui va se servir de ce venin pour tuer un autre animal.
Ça lui sert pour se défendre. S'il est croqué par un prédateur, alors un peu comme quand on presse une éponge, le venin va sortir et le prédateur va probablement recracher sa proie. Mais le crapaud est quand même croqué. Il est croqué mais recraché. Et parfois, Il n'est pas en bon état. Alors, c'est un peu tard, non, pour jeter du venin? Non. Alors, en fait, ça dépend comment il est croqué, évidemment. Mais ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Et on a parfois, j'ai dans des documentations, des photos où le prédateur et la proie sont morts. Voilà, puisque la couleuvre, par exemple, a ingurgité un crapaud et puis elle l'a recraché, mais elle a été empoisonnée, lui est mort. Donc, les deux sont morts. Et bon. Donc voilà, chez les amphibiens, pas spécialement de phobie. Chez les serpents, alors bon, les serpents, chez nous, ça démarre déjà avec la Bible. Oui, le serpent, c'est l'animal du diable, c'est la trahison, c'est sournois, voilà. Alors qu'avant la religion catholique, chez les Grecs et chez les Romains, dans la mythologie, ces animaux avaient plutôt une image positive, étaient associés à la guérison, parfois à la résurrection. Il y a des divinités grecques qui ont des apparences de serpents. Ce qui, bien plus tard, jusqu'à aujourd'hui, a donné notamment l'emblème des pharmaciens. Le caducée. Le caducée avec le serpent. Donc à l'époque des mythologies grecques et romaines, on n'avait pas une mauvaise image du serpent. Et puis c'est arrivé avec la religion catholique qui a aussi en profité par là pour détruire les symboles des religions polythéistes. Donc le serpent, animal qui ne fait pas de bruit et qui est morphologiquement très différent de nous, sans pattes, qui ne pousse pas de cris, qui n'émet pas de son, voilà, qui a un déplacement. Voilà. Donc la rencontre avec le serpent, oui, parce que la rencontre avec le serpent, elle est tout le temps, c'est toujours une surprise. On ne l'entend pas arriver. Et puis on n'aime pas ça. Alors ça a donné lieu à tout un tas de croyances dans tous les domaines sur le fait que ce soit un animal du démon. Alors c'était même plutôt faire une BA, une bonne action de détruire les serpents. Parce que quand on est un bon chrétien, on détruit un animal du démon. Donc on élimine un danger. Mais on fait attention de ne pas le couper en deux parce que sinon il peut se ressouder ou alors ça fait deux serpents. Et voilà. Et dans les ouvrages, il y a plein de croyances. Il suffit de cracher sur un serpent pour l'anéantir. Voilà. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose? Simplement un petit commentaire, puisque vous avez évoqué la question de la morphologie, de l'anatomie de l'animal. Je pense qu'il y a un point intéressant qui peut nous aider à comprendre justement la distance. Alors je ne parle pas de phobie, mais finalement de distance perçue ou de proximité perçue par rapport aux animaux. Il y a une belle étude qui a été publiée par des collègues du Muséum d'histoire naturelle qui a consisté à présenter à des participants ordinaires de la population générale des paires d'animaux, par exemple un ours, un oursin, un serpent, un aigle, etc. En leur demandant si vous aviez à n'en sauver qu'un, lequel sauveriez-vous? Voilà. Et puis duquel vous vous sentez le plus proche, pour lequel pouvez-vous éprouver des émotions. Bon, et ce qui ressort, donc on présente ces paires d'images, les gens choisissent, et puis on peut construire une carte d'évocation empathique, et on constate qu'en fait elle est très corrélée au moment de séparation évolutionnaire. Donc plus ils sont éloignés finalement de notre espèce, plus l'empathie va être faible, et ça tient évidemment beaucoup à la différence anatomique, morphologique. C'est plus facile d'apprécier ou de ne pas rejeter en tout cas un animal qui a 2, 4 pattes plutôt que 8, je ne parle même pas des yeux. Voilà, donc effectivement, tout ça, ça fait partie des éléments qui vont faire qu'on est plus ou moins proche d'un animal. Et évidemment, si la morphologie est très éloignée, alors on aura plus de mal à s'identifier et à s'y attacher. Alors il n'y a pas que ça, il y a également la dangerosité, je l'évoquais, parce que malgré tout, certains animaux peuvent nous menacer physiquement. Mais tout de même, la similarité morphologique fait partie des paramètres importants. En plus de la culture, bien sûr, qui va décider quels sont les animaux qui sont dangereux, lesquels le sont moins. Et puis après, l'expérience de la fréquentation, c'est-à-dire qu'on a moins peur de ce qu'on voit souvent. Ça, c'est un point important. On a moins peur de ce qui crée moins de dommages, effectivement, objectifs. Voilà, et tout ça, ça va moduler le rapport qu'on a à ces bestioles. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas aussi. Et ça, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, où il y a beaucoup de serpents, les populations sont beaucoup moins phobiques, alors que le danger est beaucoup plus important qu'en France métropolitaine. Voilà. Le discours que j'ai en général au public vis-à-vis de la dangerosité des serpents,
serait pas le même si on était au Sénégal, par exemple, ou en Afrique. Voilà. Bien sûr. Voilà, il y a beaucoup plus d'espèces et beaucoup plus d'espèces venimeuses avec en plus un venin beaucoup plus mortel. En France, c'est de la rigolade, quoi. Christine ? Oui, c'est exactement le même constat qu'on peut faire avec les araignées d'ailleurs, hein, et on parle de culture. C'est vraiment quelque chose qui est très culturel au niveau de cette phobie, puisque tu évoquais l'Asie ou l'Afrique. Il y a énormément de contes et de légendes qui sont très positifs par rapport à ces animaux-là. Et notre lien avec la nature, c'est plus déconnecté par rapport à des pays où on retrouve effectivement des approches qui sont beaucoup plus positives et où la phobie, enfin l'arachnophobie n'existait pas en fait en Asie, hein, ou en Afrique. Donc du coup c'est vraiment très, très culturel par rapport à ça. Et en évoquant justement la Bible tout à l'heure, pareil pour les araignées avant, on avait cette légende déjà aussi avec Arachna, hein, donc, qui était une terrienne qui avait osé défier une déesse, hein, Athéna, et qui a fait une superbe tapisserie. Athéna, quand elle a vu ça, donc elle l'avait défiée, quand elle a vu ça, elle a trouvé que c'était vraiment tellement beau qu'elle a détruit la toile. Et Arachné, de chagrin, s'est pendue. Et Athéna, de remords, a décidé de transformer Arachné en araignée pour qu'elle tisse tout au long de sa vie. Donc il y a toute une histoire basée justement sur l'origine du tissage et de la production de fils chez les araignées qui était très positive. Et dans la Bible, c'est un être fragile, c'est un être un peu sournois, etc. Un commentaire voilà, sur justement la culture, parce qu'on pourrait croire que la culture suffit à déterminer le rapport qu'on a aux animaux, ce qui n'est pas complètement exact. Il y a bien sûr la culture, par exemple, des recherches qui ont été faites en psychologie sociale montrent que lorsqu'une mère approche un tuyau d'arrosage jaune et qu'elle le touche en ayant peur, et après on observe le comportement de son enfant avec le même objet, eh bien on constate qu'en fait on peut apprendre en fait des peurs d'objets anodins simplement par l'exposition à des modèles qui manifestent cette peur. Donc la phobie est transmissible. Voilà. En tout cas une peur intense, une phobie je ne sais pas, mais une peur marquée. Oui. Donc on pourrait imaginer que n'importe quoi puisse devenir l'objet de phobie. En réalité c'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont plus facilement phobiques que d'autres. Et ça tient effectivement à leurs caractéristiques inhérentes, je l'évoquais, hein, la dangerosité perçue, objective peut-être. Et puis on a après des travaux sur par exemple les cauchemars ou bien les hallucinations, les opsies, qui sont celles des personnes en manque par exemple de substances. Hein, donc les alcooliques par exemple qui ont ce genre de problème, eh bien, ils voient généralement plutôt des animaux menaçants, perçus comme tels, hein, des araignées, des rats, des chauves-souris, et pas des chameaux ou des éléphants. Donc il y a quand même effectivement certainement, alors peut-être que la culture traverse évidemment la frontière du nocturne et diurne, mais tout de même c'est assez universel, hein, cette peur des animaux, en tout cas ces opsies qui se manifestent par l'expression d'animaux comme ça, très spécifiques. Alors justement ces animaux qu'on n'aime pas toujours, en plus parfois on en voit en ville. Et alors là l'idée de croiser un rat ou une petite souris en ville nous est insupportable. Pourquoi, Nicolas ? Ah non, moi je les aime bien. Je les aime bien, il n'y a aucun souci. Non, mais on en croise beaucoup, c'est clair. Et surtout en ce moment, avec les déchets. Oui, mais là aussi, il y a tout un tas de croyances qui sont intéressantes à travailler. Juste avant, je vais revenir sur le serpent. Parce qu'il y a des études vachement intéressantes qui ont montré, ils ont pris 1000 nourrissons, 1000 petits enfants, qui n'avaient pas encore reçu cette éducation culturelle sur la peur du serpent, et ils leur ont montré des images de serpents pour voir si les pupilles se dilataient, s'ils avaient la trouille en gros. Et puis ils ont refait la même étude avec une autre équipe qui ont eu les résultats complètement diamétralement opposés. Donc on n'en sait rien en fin de compte, si la culture ou si c'est inné ou est-ce qu'on a peur du serpent ou pas. Moi quand j'étais gamin, j'habitais dans une petite rue à Bruxelles et on avait un clown qui habitait au bout de la rue. Et un jour, il a gagné au loto, donc il a quitté sa roulotte et il a acheté la maison à côté. Et au premier étage, il y avait une balustrade en fer forgé. Et une fois par semaine, il sortait son boa constrictor, il l'enroulait autour du machin. Oh, les voisins devaient être avis. À Bruxelles, le bel étage, c'est un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire que le boa constrictor, il déroulait sa tête et puis elle était à la hauteur des passants. Et les gamins du quartier, ils adoraient. Moi, j'adorais évidemment aller voir le boa du clown. Et il m'a jamais fait peur. Alors que la vipère, on m'avait dit des trucs terribles sur la vipère. Et donc, j'avais la super trouille de la vipère. Mais c'est aussi cette super trouille qui m'a poussé à avoir la curiosité d'essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Donc, cette peur, elle est plutôt positive. Les rats.
C'était ça, hein. Oui, les rats. Pardon, mais j'avais envie de Il parler n'y a du pas de serpent. problème. Les rats, oui, mais en fait on les connaît assez mal. Il y a un programme dément là, en ce moment qui est lancé, ça s'appelle Armageddon, déjà tout un programme, le nom du programme, pour essayer de prendre davantage leur système social, ce qu'ils transportent vraiment comme maladie ou pas, comment est-ce qu'ils agissent dans la ville, parce qu'ils se sont probablement aussi adaptés à notre système, à notre territoire, à nos horaires, à tout un tas de trucs. Et donc on les connaît assez mal, donc on véhicule toute une série de croyances comme ça sur eux, la plus commune étant qu'ils transportent la peste. Alors qu'en réalité, c'est pas ces rats-là, c'est d'autres. Ouais, mais c'est un sortes de peu rats, passé aussi. et que ça. c'était sur la. Voilà, moi, ça, Ouais. on n'y croit plus. Voilà. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on en voit un courir, en général, on a un sursaut. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une question de corps. Alors, elle tourne. Si vous vous rapprochez de cette araignée ou d'un rat, il a un corps très particulier. Le rat taupe nu, par exemple, il est tout nu, il a des espèces de longues trucs. Rat taupe nu, quelqu'un a déjà vu ça? Nu, C'est affreux. vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un rat grand comme ça, et qui ressemble un peu à ces chiens qui n'ont pas de poils, vous voyez. Honnêtement, il n'est pas beau. Hein. Non, mais il est vachement intéressant pour tout un Vous tas le de trouvez raisons. beau, vous? Et en fait, aujourd'hui, il est quasiment que dans des laboratoires et on teste dessus tout un tas de trucs. Donc c'est plutôt lui qui devrait avoir peur de nous, entre nous. Ouais. Et c'est marrant que parmi les super vilains, par exemple dans les bandes dessinées ou au cinéma, un terme qui est un peu passé de mode maintenant, c'est scélérats. Ah, scélérats. Les scélérats, ce sont les terribles, en fait, les vilains, scélérats, mais il y a rat dedans. Ouais. Donc rat taupu, rat gondin, rat musqué, rat machin, ils doivent tous se brosser les dents s'ils ont les dents jaunes. Non, pourquoi? Voilà. Et donc il y a tout un tas de croyances comme ça qu'on transporte et qui nous font paniquer parce qu'ils ont un corps différent, parce qu'ils ont des déplacements différents. Ils vont vite, donc ils nous surprennent. C'est souvent parce qu'on est surpris qu'on a peur. Ouais. Parce qu'on ne les voit pas venir, parce que le serpent, on a cru avec sa langue là, bifide, déjà, bifide, bah, c'est pas cool. Et en fait, il goûte l'air, et puis il rentre ça dans sa bouche, et il met les deux petits trucs dans les deux petits trous du palais, et avec ça, il analyse, c'est une espèce de truc analyse chimique, il analyse la qualité de son environnement, la distance de la proie, son état, c'est extraordinaire. Une fois qu'on commence à creuser le truc, c'est extraordinaire. Ouais, on disait avant que les serpents piquaient parce qu'on pensait que c'était justement leur langue en fait qui était plutôt prise pour un dard et que c'était avec ça qu'ils pouvaient être dangereux. Et j'en profite que la photo réapparaisse parce que je voudrais demander aux gens qui regardent cette photo s'ils considèrent que cet animal est agressif ou si est-ce qu'il vous paraît agressif. Alors, levez la main ceux qui le croient agressif. Il y a une main là-bas levée, deux. Vraiment, il n'y a pas de piège. Est-ce que l'aspect de la tête vous donne l'impression que l'animal est agressif? Vraiment, si on se concentre sur la tête. Il a des yeux qui ont l'air méchants. En fait, c'est ça. En fait, effectivement, on a un regard avec un sourcil froncé. On a l'impression d'un sourcil froncé. Pour nous, humains, les sourcils froncés, ça évoque la colère, la méchanceté. Cet animal n'a pas de sourcils froncés. Cet animal a une écaille supraoculaire. C'est le cas pour d'autres espèces de serpents. Les serpents n'ont pas de paupières mobiles, ce qui leur confère un regard un peu fixe comme ça. C'est pour ça que dans certains films, d'ailleurs, les serpents peuvent nous hypnotiser avec leur regard. Enfin, en tout cas, le regard du serpent, ça vient rajouter une pièce dans la machine à faire peur, à rendre l'animal... en tout cas bizarre et voilà, c'est ce côté un petit peu envoûtant, à la fois ça fait peur et à la fois ça peut fasciner un peu, on peut avoir très peur des serpents et aimer le motif des écailles par exemple, et avoir des belles Santiago en peau de serpent. Les serpents ne sont pas visqueux, contrairement à ce qu'on pense parfois, ils ont une peau luisante puisqu'elle est couverte d'écailles vernies. Un peu caoutchouteux, non? Pas du tout, pas du tout caoutchouteux. Non, c'est sec, au toucher, c'est sec et lisse. Voilà, exactement comme la table là. Voilà, et donc voilà, c'était juste pour souligner cette analyse, en tout cas cette impression que nous on fait avec nos codes à nous humains, de ce que va être une agression ou une agressivité ou un air agressif. Cette vipère, peut-être que si je me mets en face d'elle, elle va vraiment avoir très très peur. Elle aura toujours cet air de me faire face. Alors qu'en fait, dès qu'elle pourra, elle fuira, quoi. Mais il y a des vipères dangereuses en France. Si on se fait mordre par une vipère... Alors, oui, si on se fait mordre par une vipère,
déjà, c'est pas très agréable. Et on a un risque d'avoir une injection de venin. Je dis qu'il y a un risque parce que c'est pas systématique. Hein. C'est en gros 1 fois sur 4. Pourquoi? Parce que la vipère se sert de son venin plutôt pour la prédation. Elle s'en sert pour paralyser ses proies. Et quand elle nous mord, nous, on va plutôt être sur une morsure défensive. Et donc, il n'y a pas de sécrétion de venin à ce moment-là. La fabrication de venin pour les reptiles, en tout cas pour les vipères, c'est un coût en énergie. Et elle ne nous mord que si elle a peur de nous ou peur qu'on l'agresse, non? Alors, il y a avant la morsure, il y a beaucoup d'étapes. On va dire que les animaux, en général, ils fuient. Voilà, la première réaction d'un animal sauvage face à un humain, c'est la fuite. Alors la vipère, il y a une petite étape avant, c'est qu'elle considère qu'elle elle est invisible si elle est immobile. Donc on peut s'approcher près d'une vipère sans qu'elle bouge, donc sans qu'on l'ait vue, et sa distance de fuite va être assez courte, contrairement à une couleuvre. En fait, les couleuvres sont des serpents très mobiles, très rapides, et on les voit peu parce que souvent elles s'enfuient très vite, bien avant qu'on approche. La vipère, elle, dans son fonctionnement de défense, et même dans son fonctionnement tout court d'ailleurs, c'est un serpent qui est très peu mobile. En général, elle bouge très peu. C'est économie au maximum. Si elle perçoit un danger ou quelque chose d'anormal dans son environnement, elle va d'abord s'immobiliser. Et puis, peut-être que le danger va s'éloigner. Si jamais c'est quelqu'un qui se promène et qui s'approche trop près, alors à ce moment-là, elle va s'enfuir. Et si la fuite est rendue impossible parce qu'on a mis le pied dessus, par exemple, alors il va y avoir une frappe. D'abord, intimidation. Donc elle va siffler, souffler assez fort. Et puis il va y avoir une frappe. Alors je parle de frappe parce qu'en fait ce n'est pas une morsure comme un chien qui mord un bout de bois. C'est vraiment, elle ouvre la gueule, elle tape. C'est en une fraction de seconde en fait. Et donc on peut avoir la sensation d'un coup de marteau un peu. Voilà. Ouais. Mais ça laisse en fait très peu de chances de se faire mordre. Finalement vous avez raison. Parce que si on la voit immobile, bon, on s'éloigne. Si on ne l'a pas vu qu'on marche dessus, elle va siffler donc on s'en va. Alors pour se faire mordre, il faudrait déjà tomber sur une vipère. Et si on met bout à bout tous les facteurs qu'il faudrait pour rencontrer une vipère, moi qui cherche les reptiles, je peux vous dire que voilà, on met du temps. Vous ne les rencontrez pas toute l'année. Vous les rencontrez plus facilement sur une période de l'année et pas toute la journée. Même en période de l'année favorable, il faut aussi que la période de la journée soit favorable. Et ça dépend de la météo. Donc si on met bout à bout, et la localisation aussi, parce que vous pouvez être dans des endroits où il n'y a pas de serpents du tout, voire pas de vipères. Donc il faut un endroit où il y a des vipères, à un moment de l'année où elles sont sorties, à un moment de la journée où elles sont potentiellement visibles, et avec une météo favorable. Voilà. Et donc ce qui fait qu'au final... Et si jamais, malgré tout, on en croise une, on a bien compris qu'en fait... Alors si on en croise, c'est une chance, vraiment, hein, c'est une chance. Et si on peut l'observer, non mais... Okay. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas nous sauter dessus, elle n'a aucune raison de le faire en fait. Elle ne nous identifie pas du tout comme une proie. Les serpents, dans leur monde à eux, sont plutôt des proies, enfin ils sont prédateurs, mais ils sont prédateurs d'animaux beaucoup plus petits qu'eux. Et en fait ils ont un mode de vie qui consiste à être en dissimulation permanente. Eux se sentent très vulnérables. Ils sont sourds, complètement sourds. Hein. Les serpents, sachez-le, n'entendent rien du tout. Vous pouvez taper dans vos mains ou chanter très fort, ça ne les fait pas fuir. Donc ils sont dépourvus de pattes, et ça leur a servi forcément à quelque chose, hein. C'est lié à une évolution qui leur est favorable. Enfin voilà, il faut quand même se dire que les serpents, mais même la grande majorité des serpents, sont plutôt des animaux qui sont vulnérables dans leur environnement. Ils ne sont pas au sommet. Certaines espèces sont en bout de chaîne, mais enfin la grande majorité des serpents sont pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire, et au contraire, ils rentrent dans le menu de nombre d'animaux, et d'où l'intérêt de les conserver, puisqu'on a notamment des rapaces qui ne consomment quasiment que des serpents. Et j'en finis là, parce que sinon je ne m'arrête pas. Juste en 2 secondes, la différence entre couleuvre et vipère. Les couleuvres, on n'a aucun risque avec une couleuvre. Elle ne nous envoie pas. Si, quand même. Pas toutes. Ah, j'avais dit rapidement, c'est mal barré. Non, mais globalement, oui. Il y a juste une espèce de couleuvre dans le sud de la France qui est venimeuse, mais alors là, c'est encore plus compliqué. Donc, on n'a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. Et puis donc, la question, c'était différence entre vipère et couleuvre. Je
dirais que si vous avez la chance de voir un serpent dans ces conditions-là, si la pupille est fendue comme si on est sur une vipère, et si la pupille est ronde type œil de poisson. D'accord, il faut oser le regarder dans l'œil, quoi. Voilà. Pour faire simple, en France, les serpents venimeux ont une pupille fendue si je fais un gros raccourci. En France, la pupille fendue, c'est vipère. D'accord. Le reste, c'est couleuvre. Et donc, pupille fendue, venimeux et pupille ronde. Mais c'est valable qu'en France. Pas trop de risques. Bon, les araignées, Christine, on n'a pas besoin de les regarder dans les yeux pour savoir si elles sont dangereuses ou pas? Non, et puis de toute façon, en fait, on n'a pas quand même des tailles aussi marquées. Hein. De toute façon, la plus grande des araignées fait autour de entre 10 et 13 cm de taille de corps. En France, vous voulez dire? Non, dans le monde. Ouais. Et puis en France, la plus grosse est autour de 3 cm de taille de corps. Hein. Donc ce qui n'est pas énorme, hein, sans les pattes. Hein. Je parle de pas avec les pattes. Avec les pattes, ça fait un petit peu plus. Et c'est vrai que c'est quelquefois impressionnant. Mais ce qui a été dit pour l'approche au niveau des serpents, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que je répète sur les araignées. Il n'y a pas d'attaque. Ce ne sont que des réactions de défense. Pour se retrouver en contact avec une araignée, il faut tout un tas de circonstances aussi qui font que, éventuellement, si elle n'a pas fui, si elle n'a pas fait la morte aussi, ou si elle n'a pas intimidé aussi, elle va, parce qu'elle est bloquée, mordre en réaction de défense. Et en général, pas d'injection de venin non plus, puisque nous ne sommes pas les proies. Donc déjà, se faire mordre par une araignée, ça n'arrive pratiquement jamais. Comment et en plus, avec du venin d'injecté, c'est pareil, c'est très 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 rare. Et comment elle est censée nous intimider, l'araignée? En levant ses pattes avant, et puis en ouvrant ses crochets. Et puis, comme nous, on fait comme ça, elle fait... D'accord, elle se met en garde, quoi. Elle se met en garde, et puis elle attend que ça passe. Et si vraiment il n'y a aucune réaction, elle repose ses pattes, et puis elle vit sa vie. Donc on est effectivement, et donc c'était bien dit, on est dans deux mondes différents, dans le même univers, mais dans deux mondes différents. Et à chaque fois que j'essaye d'évoquer justement la peur des araignées ou essayer d'enlever justement cette appréhension, c'est qu'il faut se mettre à son échelle. Et on n'est pas à son échelle. Donc on n'est même pas perçu par les araignées. Elles ont une bonne vision dans leur monde à elles. Elles ne nous perçoivent pas, elles ne nous voient pas dans notre globalité. On est un élément flou du décor, donc on n'est rien dans le monde des araignées qu'un support éventuel. Alors, vous parlez de deux mondes différents, et je crois que la hantise des gens qui ont peur des araignées, c'est qu'une araignée, tout d'un coup, vous tombe dessus. Souvent, on a peur que... Non, c'est pas ça? On a un micro, on va... C'est valable pour beaucoup d'autres animaux, en fait. Mais on parlait de surprise tout à l'heure. Il faut vraiment se dire, la surprise fait partie de notre fonctionnement d'humain. Donc, et la peur normale de ce qui peut nous entourer, on l'a évoqué tout à l'heure, ça fait partie de notre comportement d'humain. Donc ça, on le gardera de toute façon. Mais la surprise ne doit pas derrière être en lien avec « j'ai été surpris, je déclenche une peur ». C'est je suis surpris ou j'ai été surprise. Ok, bon, je ne m'attendais pas à te voir. Maintenant, vis ta vie, moi je vis la mienne. Dans un univers identique, mais dans deux mondes différents, à des échelles différentes, avec un fonctionnement différent. Oui, et je pense qu'en fait, il y a un problème, c'est que quand on déclenche la peur, en général, on déclenche une réaction, nous, humains. Et le coup de la pantoufle, il part très très rapidement. Où on disait tout à l'heure sortir certaines araignées et puis les jeter dehors parce qu'elles seront mieux dehors, alors qu'en réalité elles vivent à l'intérieur, et si vous les mettez dehors, c'est là qu'elles vont mourir. C'est ce que je fais d'habitude, et j'ai appris tout à l'heure que je commettais une grande erreur. Alors, avant de dire que je commets une erreur, ça sert à quoi de les garder, les araignées? Exactement comme ce qu'on disait pour les serpents, elles ont un rôle au niveau de l'équilibre naturel qui est indispensable. Elles sont assez haut dans la chaîne. Ce sont des gros prédateurs qui, pour la majorité des proies, donc ce sont des insectes, donc des très bons insecticides naturels dans les milieux, que ça soit du coup à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein. Donc à l'intérieur, elles jouent aussi leur rôle d'insecticide naturel. Donc dans ces cas-là, on les garde, et elles servent aussi de nourriture à d'autres animaux. Donc on est dans toute cette interaction en fait au niveau de la chaîne alimentaire entre les organismes. Nicolas, je vous ai coupé, mais... Non, mais c'est pas grave. Mais non, parce qu'effectivement, ils sont utiles, mais je veux simplement dire quand on a peur, on a une réaction, nous, et on est très destructeur. Et je pense notamment aux requins. On parlait tout à l'heure. Donc Spielberg, il y a quelques mois, s'est excusé devant le monde entier en disant qu'il avait fait beaucoup de mal aux requins avec son film Les Dents de la Mer. Je pense qu'en fait,
pas uniquement, mais c'est vrai que c'est un animal qui, par exemple, en Australie, continue à être chassé méchamment au large des villes qui ont des côtes, qui ont des surfeurs, qui ont des vagues. Et donc, ils ont des filets anti-requins. Et ces filets anti-requins, il y en a deux types. Donc, il y a des activistes. J'ai rencontré des activistes géniaux qui travaillent là-dessus. Ce sont des filets qui sont conçus pour découper les chairs du requin. Quand un requin se prend dedans, il est de toute façon foutu. Et en Australie, si vous découpez le filet autour d'un requin marteau, par exemple, pour essayer de le faire partir, vous devez payer une amende de 60 000 $. Parce que c'est interdit. Et c'est une loi qui date de 1950 et on n'a pas encore évolué là-dessus en Australie. Et il y a beaucoup d'endroits où on continue à chasser de manière extrêmement violente tout un tas de voisins. Parce qu'on les connaît mal, parce qu'on les connaît pas, et parce que tu disais tout à l'heure, le moustique tue plus que le requin, le selfie tue plus que le requin, moins que le moustique. Quand on se retrouve au bord d'une falaise à faire un selfie, c'est très très idiot. Il y a beaucoup plus d'accidents de selfie que d'accidents de requin. Voilà. Alors puisqu'on parlait des lois, d'ailleurs Julien, juste une seconde, on est d'accord que les reptiles et les amphibiens qu'on peut croiser en forêt, on n'a absolument pas le droit de les tuer. C'est bien de le dire. Non, mais je pense que c'est utile. Non, on n'a pas le droit de les tuer. Mais enfin, je veux dire, au sens large, on n'a pas le droit. Enfin, personne ne nous a donné un droit de vie ou de mort sur ce qui nous entoure. On a, depuis les temps anciens, cru, longtemps pensé, que l'humain était au sommet d'une pyramide et que donc la nature autour de nous, elle devait nous être asservie, on devait la maîtriser. Et donc à partir de là, on choisit qui vit, qui reste et qui disparaît. On a détruit bon nombre d'animaux sous prétexte qu'on les trouvait moches, qu'ils avaient un chant qui ne nous plaisait pas, qu'ils avaient un mode de vie qui était trop contraire au nôtre. On a parlé vite fait des animaux nocturnes. Bon, on peut faire la liste de tous les animaux nocturnes, parce que comment se fait-il que nous, humains, créatures de Dieu, soyons diurnes, et d'autres animaux peuvent vivre la nuit, quoi. Alors les chauves-souris, les hiboux, les chouettes, et j'en passe. Donc c'était tout à fait normal, comme ça, de se façonner un environnement à notre convenance, en gardant les animaux qu'on trouvait jolis avec un chant mélodieux, et puis en détruisant les autres. Donc oui, les reptiles, les amphibiens, ils ont leur place, comme la petite araignée qui est ici. Cette petite araignée, depuis qu'elle est là, moi, je me dis un truc, je me dis c'est quand même bien, on est dans Paris, moi je ne suis pas parisien, hein. On est dans Paris, on est dans un bâtiment, et ça nous rappelle que malgré tout, il y a encore de la vie sauvage qui arrive à s'insérer dans nos habitats, à s'insérer dans nos vies. Voilà. Il y a des mouches qui rentrent chez nous, il y a des fourmis qui rentrent chez nous, il y a des insectes qui rentrent chez nous, il y a des champignons qui rentrent chez nous, et il y a même une foule d'acariens que vous ne voyez pas, mais qui sont là tout autour de nous tout le temps. Heureusement qu'il y a toute cette vie qui grouille autour de nous et qui nous montre qu'en fait, si on lui laisse encore un petit peu de place, voilà, ça revient, ça recolonise, c'est pas perdu, il n'y a pas de... Voilà. Vous avez raison, mais alors moi je ne vais pas embêter la reine dans sa fourmilière. Pourquoi il y a plein de fourmis qui s'installent chez moi? Je ne peux pas les sortir. Alors les fourmis sont parmi les hyménoptères les champions du monde pour coloniser les milieux les plus divers et variés. On les trouve aux quatre coins du globe. Les fourmis, c'est parfait chez vous, il y a le gîte et le couvert. Je vais vous raconter une anecdote, tiens. Alors ça, j'arrête après, parce que je suis chiant. Moi, j'habite en forêt de Fontainebleau, donc voilà, c'est moins urbain qu'ici. J'ai un jardin. Et puis, il se trouve qu'au printemps, la chambre de mon fils, un soir, est envahie de fourmis volantes. Alors elles sont là, elles sortent d'une petite faille sous la fenêtre et ça court sur les murs. Alors il y a des fourmis volantes, puis des fourmis sans ailes. C'est le moment de coucher le gamin. Je dis bon, je prends l'aspirateur, j'aspire tout ce petit monde. Même vous? Oui, parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis, bref, sur le moment, j'ai dit je vais pas laisser grouiller ça toute la nuit. En plus, le gamin surtout, je lui dis, il le sait qu'il a rien à craindre, mais enfin il se voyait pas dormir avec des fourmis volantes partout sur le museau. Le lendemain, plus de fourmis. Le lendemain dans la journée. Le lendemain soir, à peu près à la même heure, au crépuscule, rebelote. Fourmis volantes partout. Mais je me dis, en fait, ces fourmis, elles préparent le vol nuptial, en fait. Hein. Elles n'ont qu'une envie, c'est de quitter la fourmilière et de s'envoler pour aller se reproduire.
J'ai ouvert la fenêtre. Il a dormi la fenêtre ouverte, enfin il s'est endormi la fenêtre ouverte. Je suis revenu 2 heures plus tard. Plus une fourmi dans la chambre. Les fourmis volantes s'étaient envolées, les fourmis qui n'avaient pas d'ailes étaient re-rentrées dans leur demeure. J'ai refermé la fenêtre, ça a été terminé. Elles voulaient simplement s'envoler et elles étaient prisonnières dans la chambre. Donc sans les aspirer, sans bombes insecticides qui empoisonnent tout, même nous avec, j'ai simplement ouvert la fenêtre, elles sont parties. Donc voilà, parfois ils veulent rentrer, parfois ils veulent sortir, parfois ils sont coincés chez nous, parfois ils n'ont pas envie de sortir. Voilà. Il faut accepter. Faut accepter. Mais alors, après je termine avec les araignées, on va donner la parole à d'autres, mais j'ai bien compris qu'elles ne nous attaquaient pas, que même si elles nous mordaient, franchement, déjà c'était très rare et on risquait pas d'avoir une certaine taille de crochet déjà pour arriver à percer notre peau. Et la majorité des araignées faisant à peu près 5 mm, là vous avez un échantillon de la diversité de ce qu'on peut trouver déjà un petit peu, rien qu'en France, à part celle qui est à gauche en bas, là, qui est non pas en France métropolitaine, mais en Martinique, est très velue ou soyeuse, puisque ce ne sont pas des poils qu'elles ont sur le corps, mais des soies. Donc du coup, il faut imaginer, quand on parlait du toucher des serpents, que les araignées, c'est très très doux et c'est très dufteux. C'est plus chic de l'imaginer. C'est chic et puis c'est plus positif dans notre tête. Oui. Hein, donc, mais même la noire, là, avec ses traces rouges, qui forcément, je ne sais pas pourquoi j'associe ça à quelque chose de méchant. C'est le noir, sans doute. C'est les contrastes de couleurs, souvent, en fait, hein, qui font attention, danger, mais ça peut être aussi dans le monde animal quelque chose qui dit attention, je suis éventuellement venimeuse ou je ne suis pas bonne à manger. Donc c'est effectivement des signes. Hein. Mais pour toutes celles-ci, il n'y a vraiment pas de risque. Hein. Et il faut effectivement plutôt apprendre à les connaître. On disait tout à l'heure, dans la peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est ça, hein, c'est souvent aussi la connaissance qui permet d'aller plus loin. Et puis il faut accepter, c'est sûr que tous ces animaux-là, on peut avoir des petites araignées qui sont dans nos maisons, on peut avoir une vingtaine d'espèces, hein, tout à fait naturellement, dont ces petites araignées sauteuses, hein, elles font partie des araignées qu'on peut trouver dans nos habitations. Et il faut accepter nos colocataires. Hein. Oui, mais des fois, il y en a beaucoup. Et on associe ça à une maison sale, mal aérée, j'en sais rien. Il y en a quelquefois beaucoup, mais les araignées ont cet avantage au niveau évolutif, c'est aussi non seulement de manger beaucoup d'insectes, mais quand elles sont nombreuses dans un même habitat, elles vont se rencontrer plus facilement et elles s'autorégulent en se mangeant entre elles. Donc du coup, elles font leur office d'autorégulatrice et c'est pas la peine d'aller justement les tuer, hein, puisque elles se Ok, je les tue pas, je les sors plus dehors. Mais quand je vois une toile d'araignée sans l'araignée dedans, je peux pas l'enlever non plus? Eh ben non. Par contre, on peut enlever éventuellement les fils qui ont pris la poussière, qui sont sales, qui sont des fils de déplacement qu'elle a laissés. Et là, bien évidemment, moi aussi, je fais le ménage. Hein, donc j'enlève ces fils-là, mais je n'enlève pas les habitants. Très bien. Alors, dans le genre petite anecdote, et c'est vous, Nicolas, qui allez rebondir, j'ai eu à Paris, dans mon appartement, il n'y a pas très très longtemps, j'ai vu une petite souris passer, enfin je pense, toute petite. Et j'aime les animaux quand même. Et j'ai eu la bêtise de laisser du fromage sous un meuble. J'ai eu plus d'une souris. Voilà. Je pense qu'elle a fait un appel. Vous cherchez les problèmes, quand même. Du fromage sous un meuble. Est-ce qu'elle avait un petit chapeau avec... Non, elle n'est pas allée jusque-là. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait de tous ces animaux qu'on trouve dans nos villes? Mais c'est intéressant parce qu'on disait tout à l'heure les animaux sauvages dans les villes. Alors on pense aux araignées, on pense de temps en temps à une grenouille ou à un triton. Ça embête toujours les architectes parce que les chantiers sont bloqués dès qu'il y a un triton à la mauvaise saison. Donc c'est le cauchemar du chantier. Là c'est la peur de l'architecte. C'est pas parce que le triton fait peur, c'est parce que le chantier s'arrête. Et que, mais il y a plein d'autres bestioles et certaines auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc dans nos villes, c'est vrai que c'est plutôt tranquille, mais en Inde, il y a des léopards, en Thaïlande, il y a des singes. Donc c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça dépend de la quantité de population, c'est toujours ça le problème. C'est-à-dire qu'on est très nombreux. On est aussi des vecteurs de maladies. Je tiens à le dire parce que quand il y a eu la Covid, on a d'abord abattu le pangolin, après on a abattu la chauve-souris, alors qu'elle détenait peut-être la solution pour sauver le truc, puisqu'elle résiste au virus. Nous, on a de la chance, c'est qu'on se fait vacciner. Mais si on ne se faisait pas vacciner, on transporterait aussi tout un tas de maladies. On ne nous abat pas dans la rue. Et on ne nous régule pas, enfin, dans certains pays ici, mais ici pas. Donc voilà, il y a cette question-là, il y a la question de la densité de population humaine et densité de population autre. Et puis il y a des facteurs
aggravant, entre guillemets, c'est-à-dire que pour des raisons climatiques, pour des raisons de biodiversité, pour des raisons de santé publique, on a notamment conçu nos villes, maintenant depuis peu, on les reconçoit connectées par des corridors écologiques à l'extérieur. Les fameuses trames vertes, bleues, brunes, noires, jaunes à petits pois, et ça c'est pour les tritons. Et le truc, c'est qu'évidemment, en faisant ces couloirs, on permet à certaines espèces de rentrer et de sortir de la ville. Donc pour certaines espèces, c'est intéressant. Par exemple, le coyote à Chicago a besoin de rentrer dans Chicago pour aller chercher à manger et ressortir de Chicago. S'il est coincé dedans, c'est foutu, ça ne marche pas. Donc des corridors qui font qu'ils sont empruntés par des bestioles parfois qu'on n'attend pas. On ne l'attendait pas, le coyote, mais il est quand même passé. Les sangliers à Berlin, on ne les attendait pas, mais ils sont passés. Et puis, cette multiplication, par exemple, de zones humides. On sait qu'on en a besoin. Alors, toutes les villes brandissent la carte de la zone humide et on en colle absolument partout. Et puis, en général, elles sont trop petites pour être équilibrées écologiquement ou elles ne sont pas connectées. Et du coup, ça devient quoi? Ça devient des flaques à moustiques. Et comme le moustique tigre est monté maintenant jusqu'à Dunkerque, et que dans les Rhône-Alpes, ils transportent la dengue, c'est d'elle dont on va avoir peur. C'est les maladies que certains transportent parce qu'on a déséquilibré le système à l'échelle mondiale et puis à l'échelle de l'organisation de la fabrique de ville, de temps en temps pensant qu'on fait bien. Mais on est des alchimistes. On ne sait pas en fait. Parce qu'on ne sait toujours pas comment fonctionne le rat des villes alors qu'on vit avec lui depuis des centaines d'années. Il est tellement voisin qu'on se dit, bon oui, lui, c'est bon, on connaît tout, fastoche. On va aller étudier une araignée de très très loin. Mais Christine, tu me dis qu'on a des migales à Paris. Ben oui, bien et sûr. pas parce qu'elles se sont échappées d'un terrarium. En plus, elle est mignonne comme tout, ça s'appelle la migale à chaussettes. Donc, mais donc voilà. Donc Il l'a découverte au muséum. En fait. Ouais, j'ai adoré. Donc non, je pense que c'est une question de déséquilibre. C'est pas une question de chasse. Et par rapport à la chasse, on a encore un autre truc, c'est un autre combat mais important, je pense, c'est les étiquettes qu'on colle sur certains animaux, parce qu'ils font peur, parce que machin, mais aussi parce qu'ils nous ennuient. Et alors on dit ils sont nuisibles. Ouais. Hein, ils sont nuisibles, pourquoi? Le ragondin, il est nuisible, pourquoi? Parce qu'en fait, il détruit les berges et il va de temps en temps taper dans le champ d'à côté. Donc en fait, c'est parce qu'il nous ennuie, nous, dans notre économie, dans notre fonctionnement anthropisé. Donc on doit apprendre à vivre avec tous ces animaux, on est d'accord? Ben oui. En tout cas, le terme nuisible, évidemment, c'est la bombe atomique. Parce qu'en réalité, dès qu'on a posé sur un être, c'est terminé. Alors le rat, on en parlait, effectivement. Sa cause est presque perdue. On a l'impression que, si on ne le rebaptise pas en surmulot, ce que certains font, c'est une stratégie pas idéale. Pourtant, il y a eu Ratatouille qui a changé son image. Mais voilà, une municipalité qui doit gérer effectivement un problème comme ça, eh bien ça discute, hein, parce qu'effectivement pour certains, c'est des nuisibles, pour d'autres c'est des surmulots. Et en fait, on a ces débats qui sont éminemment politiques. Notre surmulot des villes, alors, il a une utilité pour nous en ville? Quelqu'un peut me répondre à ça? Alors ils disent 800 tonnes de déchets par an, machin, que les surmulots poussent. Mais en fait, on est en train d'étudier. Mais je pense à la fouine. Moi, je trouve que c'est génial parce que la fouine aussi, il a une super mauvaise réputation. Ouais. Et si vous regardez le magnifique site internet de la Fédération de la chasse, vous verrez que la fouine, elle est là, super agressive, comme tous les autres animaux qui sont là et qu'on doit abattre. Et cette fouine, on a tendance à dire aussi qu'elle vient, par exemple, grignoter les câbles électriques de nos voitures. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? C'est ça qui serait intéressant de comprendre. C'est pas pour nous ennuyer, c'est juste parce qu'en fait le câble électrique est fait avec un composant qui a le même parfum que le composant que le parfum qu'elle utilise pour marquer son territoire. Donc elle ne veut pas nous empêcher de partir au boulot à l'heure. C'est juste que cette bagnole a le même parfum qu'un marquage de territoire d'une concurrente. Alors Laurent, parce qu'il nous reste à peu près 20 minutes, un petit peu plus, et je voudrais donner la parole à la salle aussi. On va parler de comment est-ce qu'on peut s'en sortir quand c'est une phobie. Déjà, dites-nous la différence entre une phobie et une peur. Alors en fait, c'est une différence qui va être liée à la paralysie comportementale qui va être associée chez la personne qui ne va plus pouvoir finalement mettre en œuvre des routines dont elle a besoin pour son existence. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du dysfonctionnement professionnel ou social. Donc c'est une réaction exagérée en fait à un signal de l'environnement qui est handicapant, qui est paralysant, mais qui peut tout à fait se soigner. Donc, toutes les phobies se soignent. C'est l'objet en tout cas effectivement d'un traitement de désensibilisation. Alors certains ici connaissent ça, hein, mais effectivement on peut donc progressivement
apprivoiser la peur, de façon, voilà, il y a vraiment des procédures qui sont mises en place et qui sont très efficaces, qui relèvent de ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Et donc ça permet de reconstruire le rapport qu'on a à cet objet de phobie de façon progressive, c'est-à-dire qu'on va par exemple commencer à manipuler, enfin à s'approcher d'un animal fictif, enfin par exemple une peluche ou bien un animal plastique qui ressemble à l'animal qui nous fait peur, jusqu'à ce qu'on le manipule, et ensuite ça sera des vrais animaux, etc. Donc il y a des procédures comme ça tout à fait intéressantes, et on peut mesurer après là, je dirais le degré d'appréhension qui va être associé à cette cible. Par exemple, on va vous montrer, il y a des tâches cognitives qui existent qui consistent à mesurer justement le niveau de perturbation qui est induit par des mots, puisque lorsqu'on dit le mot rat ou bien le mot araignée, bien sûr on voit l'animal, mais on voit aussi, c'est tout un réseau sémantique qui s'active de manière non réfléchie dans notre cerveau. Ça associe, il y en a qui ont le cœur qui bat quand on dit araignée, serpent ou... En tout cas, ça active des choses qui, effectivement, ça va également dans le champ physiologique. Alors, donc, on présente à des personnes qui sont en phase de désensibilisation, par exemple des mots sur un écran d'ordinateur. On leur demande simplement de reconnaître la couleur des mots. Voilà. Et donc, si je vous demande de reconnaître la couleur du mot voiture, eh bien, le temps de reconnaissance de la couleur est plus court que si je vous demande de reconnaître la couleur du mot cancer. Pourquoi? Parce qu'à cancer est associé, en fait, une préoccupation plus anxiogène. Eh bien, on va mesurer l'évolution thérapeutique par le temps de reconnaissance de mots, comme par exemple toile, araignée, et donc des mots qui vont finalement renvoyer l'objet de la phobie. Et donc on peut comme ça mesurer de façon plus quantitative et qui implique moins effectivement une verbalisation qui parfois peut être difficile à formuler, des évolutions progressives suite à des thérapies cognitives et comportementales. Alors, je sais, Christine, que vous traitez la phobie des araignées. Oui. Ça se passe comment quand on vient vous voir pour ça? Concrètement, c'est quoi une séance? Alors, je me place en tant que docteur en sciences biologiques et non pas docteur en psychologie déjà, et au niveau de la connaissance. Donc, effectivement, je vais faire des séances très progressives avec d'abord, je reçois d'abord les gens dans des pièces neutres, pas dans ma pièce laboratoire au Muséum d'histoire naturelle qui est un peu un cabinet de curiosité araignée. Alors donc du coup, je ne vais surtout pas faire rentrer les gens directement dans ma pièce, mais on va discuter un petit peu dans une pièce neutre autour des araignées. Quelquefois, je ne peux même pas évoquer le mot araignée, donc effectivement, il faut trouver des systèmes pour évoquer l'objet phobique. Mais pour vous trouver, c'est quoi? On cherche arachnologue, rien que le mot va leur faire peur. Donc ils vont pas venir. Certains m'ont avoué qu'ils savaient que je faisais des séances de désensibilisation depuis un petit moment, mais qu'ils ont mis 2 ans à prendre le téléphone ou à m'écrire un mail avant de se décider. Donc c'est vraiment une phobie très handicapante dans la vie de tous les jours. Et ils m'ont trouvé sur la toile. J'allais juste le dire. Et ensuite, effectivement, je vais quelquefois dessiner, on va travailler sur l'animal lui-même. Je vais expliquer énormément de choses au niveau de la biologie, au niveau du comportement. Je vais travailler sur ce qui va gêner la personne. Donc, c'est vraiment des séances individuelles parce que moi, je ne peux pas faire une thérapie de groupe. C'est pas possible. De toute façon, là, ça veut dire que c'est vraiment pas suivre la personne dans son comportement, dans son approche qui va être très très progressive, et puis on va travailler sur ce qui va gêner la personne. Ça peut être les pattes, ça peut être les yeux, ça peut être le corps, ça peut être la couleur, ça peut être la dangerosité. Donc je vais travailler différemment. Et puis ensuite, effectivement, dans la séance, on va aller à un moment donné, je peux discuter, alors les séances ça dure de 2 heures à 4 heures, et on va discuter après dans ma pièce. Donc je vais aussi travailler avec des peluches, avec des exuvies, puisque les araignées muent, changent de peau. Donc on va toucher éventuellement des exuvies d'araignées, des peaux, pour sentir le côté soyeux. C'est la peau se caresse un petit peu là. Et puis regarder à la loupe, parce qu'il faut rentrer vers son animal phobique. Donc les découvrir, aller vers elles, s'oublier, rentrer dans leur monde, jusqu'à, mais c'est pas du tout obligatoire, jusqu'à éventuellement en toucher ou en avoir une. Pas en toucher, parce que justement, mon but, quand on me dit j'irai surtout pas la toucher, ça tombe bien, c'est pas le but de la séance. Le but de la séance, c'est d'apprendre à les connaître, de les respecter et de vivre avec. C'est pas d'aller les tripoter après, c'est de la laisser vivre à nos côtés et dans la nature et jouer son rôle d'insecticide naturel et servir de nourriture à d'autres. Donc, quelquefois, à la fin, si c'est nécessaire,
je vais prendre une araignée de chez moi, hein, qui est dans mon appartement ou dans ma cave ou sur mon balcon, et je la ramène pour qu'on puisse la laisser se déplacer sur la main si on m'a dit au départ, le contact, j'en ai peur, ou j'aimerais bien enlever faire cette étape pour enlever vraiment ma phobie. Mais c'est pas, encore une fois, nécessaire, et je vais pas le faire avec des espèces tropicales qu'on verra jamais et qu'on n'ira jamais voir si on va pas dans leur pays, et en plus, elle sera pas sur nous. Donc, c'est vraiment avec des araignées de nos habitations. Puisqu'on a peur de ce qu'on connaît mal, est-ce qu'une fois que vous avez déjà fait toute l'explication de ce qu'est une araignée, de comment elle fonctionne, du fait qu'elle ne va pas venir nous mordre si on ne l'embête pas, est-ce que ça suffit pas déjà à faire baisser le niveau de la peur ? Ça fait diminuer déjà pas mal, mais quelquefois c'est pas encore ça, il faut encore travailler dessus et enlever aussi un certain nombre d'idées fausses. Hein, donc c'est pour ça qu'effectivement, j'avais fait aussi un bouquin avec un psychothérapeute, donc Abdelkader Mokedem, sur Je n'ai plus peur des araignées, où j'explique un petit peu tout ça. Et on a la différence effectivement entre peur, angoisse, phobie handicapante, et enlever aussi les idées fausses, parce qu'on en sort beaucoup quand même dans les séances, hein, des idées fausses. C'est quoi la pire idée fausse que vous ayez eue ? On va peut-être poser la question à la salle. Est-ce que vous avez des idées sur les araignées que vous avez déjà entendues ? Je ne sais pas, est-ce qu'elles viendraient dans notre bouche quand on dort ? Est-ce que les boutons du matin correspondent à des piqûres d'araignées ? Est-ce qu'elles pondraient sous la peau ? Est-ce que... Personne sur les araignées. Allez-y, Manon. Des légendes d'enfance, mais pour le coup, ça date vraiment de mon enfance, de pendaisons sous la langue ou des trucs. Mon Dieu. Et des discussions de cours de récré. Mais je pense, mine de rien, que ça façonne aussi l'imaginaire et que c'est à la hauteur du trauma d'enfant. Oui, complètement. Cette image potentielle d'être investi par la pendaison d'insectes. Ouais, alors que les araignées ne peuvent pas pondre sous la peau et n'ont pas de dard ou quelque chose qui leur permette de perforer de toute façon. Donc elles émettent des petits œufs par l'abdomen, la partie arrière du corps, tout mou, qu'elles entourent avec des fils de soie et qu'elles déposent dans la végétation, sous des écorces, ou qu'elles gardent avec elles et qu'elles protègent. Et donc du coup, effectivement, ça c'est complètement à enlever de sa tête. Hein, c'est votre fils à côté de vous ? Est-ce que tu as peur des araignées, toi ? Pas trop. Comme quoi, ça se transmet pas toujours. Alors justement, je pense que pour ma part, la peur qui n'est pas à la hauteur d'une phobie, mais qui est une peur réelle, vient clairement d'un atavisme familial. Et j'ai essayé autant que je pouvais de ne pas le transmettre en justement ne manifestant pas de réaction de peur. Et j'ai l'impression que ça n'a pas trop mal marché. Bravo. Est-ce que tu aimes bien Spider-Man ? Oui, ça va. Oh, bah voilà. Il permet d'avoir c'est un bon exemple en fait, hein, contrairement aux araignées qu'on a dans Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, etc., qui sont immenses, qui vont forcément faire des choses négatives. Au moins Spider-Man, il sauve des gens, il a tout un tas de caractéristiques sur les araignées, donc c'est très bien. Et d'ailleurs, ça montre bien que pour nous faire croire que ces animaux sont dangereux, dans la fiction, ils sont souvent... on agrandit la taille, on leur fait pousser des rugissements, on leur prête des traits qu'ils n'ont pas. Parce qu'en fait, la réalité est bien moins sensationnelle que la fiction. Si je fais un documentaire sur les couleuvres dans les forêts françaises, ça va pas faire les gros titres sur Netflix, quoi. Alors qu'on a des super documentaires sur les cobras, les pythons. Donc, quand l'animal il est grand... quand on est impressionné par une taille, une longueur, un poids, ou dans Harry Potter, si l'araignée doit faire peur, forcément, elle n'est pas sur le bord de la carafe d'eau. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir des pouvoirs magiques pour se sentir rassuré. Donc, ça montre bien quand même que la réalité de la faune qui nous entoure, d'ailleurs qu'elle nous fasse peur ou pas, mais enfin, ne suffit pas. Enfin, voilà. La fiction a besoin d'exagérer des choses pour que ça marche. Après, dans la réalité, il y a quand même des choses parfois gênantes. Alors moi, j'ai grandi en partie en Guadeloupe et on était envahi par une espèce de cafard qu'on appelait les ravets là-bas. Vous connaissez, Nicolas ? Et j'avais eu 2 mésaventures sur ces bestioles.
La nounou que j'avais à un moment en avait eu un dans l'oreille. Il a fallu aller voir un médecin. Et moi, j'ai eu un petit rêve qui était rentré dans ma flûte. J'étais en 6e et je devais répéter. Et la flûte, la bestiole est passée dans ma bouche. Je crois que j'ai passé 20 ans à dormir avec un drap sur l'oreille. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu commences par dire on était en veille. Ouais. Voilà. En fait, ça dit tout. Ça dit tout du rapport qu'on a avec. Alors, on parle beaucoup des insectes, parce que pour le coup, les insectes, ils peuvent être nombreux, effectivement. Et puis, il y a plein d'espèces d'insectes qui se plaisent bien dans nos habitations. Moi, si je veux parler des serpents, par exemple, on sait qu'on a des espèces de couleuvres qui aiment bien aller dans les greniers, dans les sous-sols pour muer. Les vipères, pas du tout. Il y a des reptiles qui aiment bien utiliser nos habitations, qui aiment bien nos jardins. Voilà, les espèces qui aiment bien la cohabitation avec l'humain, alors qu'on vient bien. Et puis d'autres, pas du tout. Voilà, mais en fait, est-ce qu'il y avait une invasion de... Non, mais vraiment, t'imagines pas, tu rentrais le dimanche soir, t'allumais la lumière de la cuisine et tu avais... Je comprends, mais partout. Je comprends, mais c'est simplement qu'à un moment donné, cette habitation a été construite dans un milieu naturel, en fait, chez ces animaux-là. Ouais. En fait, on vient chez eux, on vient empiéter sur leur territoire, et ensuite on voudrait que... Il faut bien qu'on ait aussi un territoire, sinon c'est où chez nous? Eh ben, il faut partager, je suis d'accord, mais on n'a pas de chez nous, justement. C'est un autre débat, c'est justement quelle place... Quelle place on s'octroie et quelle place on veut bien laisser aux vivants, au sens large. Non, mais tu vois, je partage mon appart avec des souris, mais je veux pas qu'un cafard me rentre. Mais du fromage sous tes armoires aussi. Oui, moi je voudrais juste rajouter un truc, c'est que je trouve qu'en fait la réalité est bien plus extraordinaire que les fictions. C'est vrai. Les regarder, quand on les regarde et quand on essaye de comprendre comment ça fonctionne, si on se met à l'échelle de cette petite machine là, dont on a parlé depuis tout à l'heure... Elle a fait quand même un bond qui correspond à grosso modo 30 fois, 40 fois sa taille hein, quand même. Donc imaginez quand même cette performance au niveau humain. Hein. Ouais, voilà. Non, en fait c'est beaucoup plus extraordinaire et je trouve qu'on a un appauvrissement de culturel scientifique dans les fictions qui fonctionnent sur 5 ou 6 ficelles, qui sont toujours les mêmes, avec lesquelles on joue, et qui sont plus liées à notre bagage de culture et de l'imaginaire collectif. Pour preuve, le film Les Oiseaux d'Hitchcock. Oui. Il est vachement intéressant de se rendre compte qu'il y a 2 scènes extraordinaires dans Les Oiseaux. La première où elle est dans le grenier et elle va découvrir pour la première fois ce personnage qui a été... picorée, on va dire, par un oiseau, et elle va pousser un cri. Et elle se met à hurler, et puis il y a un contre-champ, et on voit la voiture qui part au loin. Et en réalité, si vous regardez la scène, c'est du silence. C'est un son blanc qu'il a utilisé. C'est-à-dire que le cri n'est pas dans le film, mais il est affreux dans votre tête. Parce que vous la voyez crier et vous l'imaginez crier encore plus fort. Et la deuxième chose, c'est quand il demande à Bernard Herrmann de faire la musique des cris d'oiseaux, c'est pas du tout des cris d'oiseaux qu'il utilise, c'est des trucs au violon. Donc c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que c'est la magie du cinéma. C'est plus jouer sur les cordes de notre imaginaire que sur la réalité qui est bien plus extraordinaire que les éléments de fiction. Est-ce qu'il y en a qui ont peur des oiseaux ou des pigeons? J'ai entendu parler d'une phobie des pigeons dans Paris, ça doit être très très dur à vivre. L'ornithophobie, apparemment, est une des phobies qui est quand même très handicapante. Hein. Parce qu'en fait, quelquefois, ça va jusqu'à l'agoraphobie, en fait, hein, ou l'agoraphobie. Et dans le film des oiseaux, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut finalement créer une peur, même pour quelqu'un qui n'est pas phobique, avec n'importe quel animal, finalement. C'est-à-dire que je prends une volée des tourneaux et avec une mise en scène, ça devient une menace. Et le point commun avec les blattes, avec les rats, avec les oiseaux, parfois les guêpes ou que sais-je, c'est l'idée qu'il peut y avoir une espèce de multitude qu'on ne maîtrise pas. Encore une fois, on revient à la nature non maîtrisée, les choses qui nous échappent. Les gens qui sont en train de manger dehors l'été et qui sont embêtés par les guêpes, voire qui sont obligés de quitter la table parce qu'il y a des guêpes, c'est simplement que c'est encore une fois quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La guêpe peut-être va me piquer, peut-être ne va pas le faire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi elle me pique, pourquoi elle me pique pas. Je ne sais pas comment me positionner, je ne sais pas on ne sait plus quelle attitude adopter.
Alors ça peut être face aux guêpes, face aux serpents, face aux chauves-souris, face aux rongeurs. Et donc, une espèce de, comment dire, de lieu commun, enfin quelque chose qui est très entendu, c'est que il suffit de détruire. Voilà, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque, ou la meilleure attaque, c'est la défense. Je sais pas. Ça marche dans les deux sens. Mais voilà, en fait, au lieu de réfléchir à comment ça marche, on élimine, au moins comme ça. Mais ça fait écho, je pense, à un aspect important, mais très profond du rapport aux animaux, qui est une forme d'ignorance. Ignorance qui déjà se manifeste dans la recherche scientifique elle-même, puisqu'il y a une sorte de focalisation sur les vertébrés. Hein, si on comptabilise les publications scientifiques, il y a 20 fois plus de publications scientifiques sur les vertébrés, alors qu'il y a 26 fois plus d'espèces de non-vertébrés. Donc on a effectivement déjà une focalisation sur ce qui est plus proche de nous, ce qu'on connaît mieux, et peut-être qu'un des messages qui peut être entendu ici, c'est achetons une loupe, essayons de regarder peut-être, trouvons une curiosité plus grande pour ce qu'on ne connaît pas. Si vous regardez dans les médias, c'est pareil, on a des analyses qui ont été faites sur les animaux dans les films de Disney depuis les années 30. C'est des grands mammifères essentiellement. Hein, mais si on fait ce que vous dites, vous vous souvenez de ce film Microcosmos, voilà. Je sais pas. C'est fabuleux. Mais quand vous avez vu ça, vous n'osez plus jamais marcher dans un pré. Vous devenez un assassin permanent. On sait qu'on en détruit rien qu'en marchant, etc., involontairement. Donc oui. Mais vous pouvez aller voir avec la loupe. Il y a un stand de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, avec des petits échantillons de litière, et vous allez regarder. Il y a énormément de petites bêtes, justement, dans ces petites feuilles écrasées, qui font leur office de dégradation, etc. Il y a quelques petites araignées qu'on a vues aussi, mais c'est hyper intéressant. Et c'est ça, la majorité des espèces et des organismes. On ne les voit pas forcément, effectivement, facilement. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions à poser, des questions pratiques sur... Oui, madame. Alors, il y en a déjà deux. On va faire passer le micro à madame là, s'il vous plaît. Devant vous, il y a quelqu'un. Après, on vous le refait passer, madame. Allez-y. Vous mettez le micro sur votre menton. Il faut toucher le menton avec, comme ça on vous entendra bien. Bon, je vais essayer de parler fort. Non, je voulais parler des guêpes. Alors moi, depuis que je suis toute petite, j'aime tous les animaux, je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais écrasé un seul animal de toute ma vie, ça je vous le jure. Et il n'est jamais trop tard. Je ne le ferai jamais. Par accident, probablement, quand je conduisais la voiture, j'ai dû en tuer plein, oui. Mais volontairement, jamais. Et alors on parlait des guêpes, et j'ai un petit balcon à Paris, et tous les étés, j'ai mes guêpes qui viennent manger, je leur donne de la confiture sur le balcon, je mets des petits pots de confiture, de miel, et elles... Vous pouvez même leur mettre du jambon. Comment? Mettez-leur un petit peu de viande. Non. Peut-être qu'elles sont végétariennes, qui sait? Je suis végétalienne et je n'achèterai pas de jambon. C'est souvent ça qu'elles viennent chercher quand on mange dehors aussi. Elles aiment le jambon? Non, en fait, elles ont besoin de viande pour nourrir les nymphes. Et donc, moi, pour l'avoir fait plein de fois... Le miel, la confiture... Le tofu. Le tofu. Mais c'est bien aussi. Pour la guêpe. Ils ont besoin de protéines, trouvez-leur des protéines. Et quand il fait très chaud, je laisse la fenêtre ouverte. Et le matin, très tôt, elles viennent tourner autour de moi, dans mon lit. Elles se posent aussi sur mes bras. Il y en a plein, j'en ai une centaine. Et... Ah oui, c'est beaucoup là quand même. Donc c'est une sorte de syndrome de Noé, mais avec un insecte. Non, vous savez, il y a des... Alors, je ne pense pas à vous, mais il y a une pathologie qu'on appelle le syndrome de Noé, qui consiste à accumuler chez soi compulsivement des chats. Et en fait, on considère que c'est une pathologie, voilà, de rapport à l'animal, mais c'est assez rare d'avoir effectivement une expérience comme la vôtre, qui consiste à non seulement tolérer, mais même attirer des guêpes. Donc c'est remarquable et très intéressant. Et vous ne vous êtes... Je les adore, sont mes amis. Vous ne vous êtes jamais fait piquer? Jamais. Mais alors elles se laissent caresser. Je les aime, même pendant qu'elles mangent, je les caresse. Alors au bout d'un moment, elles sont assez. Elles se laissent caresser 2-3 secondes, et puis elles veulent manger en paix, elles me le font comprendre. Elles se lèvent et elles commencent à tourner, puis elles se remettent dans le... C'est passionnant. Alors là, merci pour ce très très joli témoignage. Bon, il y a des... Comme quoi... d'expérience, parce que j'adore les observer. Ouais. Temps, Comme quoi, quand on s'y prend bien, même les guêpes vous piquent. Ça commence par l'observation, en fait. Oui, c'est ça. J'ai sauvé une araignée un jour dans la rue, une très grosse
grosse araignée qui était coincée entre deux pierres, mais je ne sais pas ce que c'était, je ne les connais pas, mais j'ai réussi à la... Il y avait un sale gamin avec un clou qui voulait la... Les gamins, malheureusement. C'est vraiment les pires. Il faut commencer très tôt à leur apprendre justement à observer et à découvrir. respecter. J'ai réussi à la décoincer, je ne sais pas comment j'ai fait, très délicatement et tout, j'ai réussi à la sauver. Oui, on va passer le micro il y avait quelqu'un derrière. Je l'ai sauvée, je l'ai mise sur ma main et puis je me suis dit, bon, on ne vous entend plus. Dans un arbre. Ça coupe. J'ai cherché un arbre pour la faire partir. Elle ne voulait pas partir. Ah bah non, parce que j'ai bien compris, on ne doit pas les déloger. On essaye de ne pas être trop interventionniste aussi. Ouais. Voilà. Voilà, il y avait quelqu'un derrière qui voulait poser une question. On vous donnera la parole après. Oui, j'aurais aimé savoir quelle était la description de la venimeuse qui vit dans le sud. Pas le c'est pour moi la question. Oui, c'est pour vous. La description de la venimeuse. La couleuvre, excusez-moi, je perdais le... À la couleuvre? Oui, alors ça s'appelle la couleuvre de Montpellier. Et ça tombe bien, elle habite pas très loin de Montpellier. C'est une couleuvre, donc c'est un serpent assez long. Hein. Les couleuvres sont les serpents les plus longs en France. Ça peut aller jusqu'à 1m80, 1m70 pour les plus longues. Voilà, la couleuvre de Montpellier, elle est vraiment méridionale. Hein. Il n'y en a pas du tout en Ile-de-France, pas du tout ailleurs. Elle est très très localisée. Dans les Landes, c'est possible, oui. Mais alors, c'est un animal qui est très difficile à observer. Hein. Alors qu'en fait, on peut en avoir malheureusement écrasé sur les routes, ou on peut en voir parfois au bord des chemins. Mais les couleuvres, de manière générale, sont des serpents qui s'enfuient assez rapidement quand on les approche, quoi. Mais si vous voyez un serpent très long, déjà, quand je dis très long, si ça fait plus de 70 cm, c'est plus une vipère déjà. Voilà. Oui, couleuvre verte et jaune alors. Alors ça, c'est pas la couleuvre de Montpellier pour le coup, c'est la couleuvre verte et jaune, qui porte bien son nom d'ailleurs. Et celle-là est venimeuse ou pas? La verte et jaune. Alors, en fait, il y a un cas mentionné d'envenimation, mais c'est plus lié à des toxines dans sa salive. Mais il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de crochet venimeux, mais dans les salives de certains reptiles, il y a quand même des toxines qui servent pour la digestion notamment. Ok. Voilà, merci madame. Oui. Oui, bonjour. Je travaille beaucoup dans les jungles étrangères et tout, et je me demandais si effectivement, on s'est vu monsieur Laurent Beg hier, ouais. et donc effectivement, je travaille vraiment dans les zones les plus atroces qui soient, et j'avais pas une phobie des serpents, mais une peur raisonnée, que ce soit au Brésil ou dans les jungles de Bornéo, en sachant les dangers réels qu'il y avait, et la difficulté d'avoir un sérum ou des choses comme ça. Donc on se surprend aussi à avoir des réactions, la meilleure réaction étant effectivement de se geler, comme on dit, être frozen sur soi-même, et les choses passent. J'étais un jour au téléphone avec un téléphone cellulaire, et il y a un cobra qui s'est fait poursuivre par un écureuil sauvage, et il a sauté sur le perron de la cabane sur pilotis sur laquelle j'étais, il est passé entre mes jambes. Et voilà, je suis restée, j'ai dit à personne, attends, il y a un cobra qui passe entre mes jambes. Voilà, et j'étais effectivement, voilà, donc, et puis moi-même, je faisais des recherches sur les orang-outans, donc quand on doit traverser en ligne droite pour les nids d'orang-outans, on passe à travers les stèles de bois, des gros troncs d'arbres, et donc effectivement, on sait qu'il y a des serpents, il y a des araignées, et à un moment donné, même quand on a peur, on laisse tomber, quoi. Mais la question que j'avais, c'était, je me demande, surtout quand j'entends les gens, la peur de pondre sous la peau et de choses comme ça, s'il n'y a pas aussi un manque d'information au niveau des insectes en général, et tout ce qui est rond avec plusieurs pattes n'est pas forcément une araignée. Et notamment, où j'ai travaillé au Brésil, dans la jungle aussi, il y a ce qu'on appelle des mouches, qu'on appelle des burnies là-bas, et qui pondent effectivement sous la peau. Elles se posent à peine, et vous avez quelques mois après, effectivement, des larves qui sortent de sous la peau. Voilà, c'est au Brésil, malgré les serpents et tout, comme on vous dit aussi au Sénégal. Dans la jungle... Quelqu'un avait l'intention d'aller au Brésil? Non, mais... Oui, mais il y a d'autres animaux qui peuvent effectivement pondre sous la peau, des punaises, des petites mouches et des choses comme ça. Mais pas les araignées, mais... Non, mais ce que je dis, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement une éducation à faire de ce côté-là? Est-ce que des phobies ne viennent pas aussi de légendes étrangères, de mélanges d'insectes, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont véhiculées avec des mélanges un peu différents.
et qu'effectivement avoir une éducation sur le fait qu'il y a des animaux, effectivement les cafards. Ici en France, j'ai un ami qui est médecin et effectivement dans certaines cités où il y a beaucoup de cafards, il a souvent des phénomènes de surdité et en fait quand il fait des examens, ce sont des cafards coincés dans le conduit auditif. Donc oui, ça arrive ici aussi. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire là-dessus? Et de toute façon, vous qui avez vécu en Guadeloupe, la plupart de ces pays-là, on dort avec une moustiquaire. Et moi, quand j'étais à Bornéo, ils n'ont souvent pas peur de ces animaux-là. Ils les connaissent mieux d'ailleurs et ils savent comment cohabiter effectivement en mettant des moustiquaires, comme ça ils ne sont pas dérangés, mais ce n'est pas dans un sens côté anxiogène, c'est on respecte chacun notre, notre milieu. Mais voilà, mais donc c'était ma question, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas une éducation à faire là-dessus, sur tout ce qui est... Souvent on entend parler d'araignées avec des insectes qui ressemblent à des araignées, mais qui ne sont pas des araignées, et voilà. C'est ce que vous propose l'ONF aujourd'hui. Voilà, peut-être que l'idée générale, elle est assez simple et je la trouve inspirante, c'est que finalement, à l'opposé de la peur, il y a la connaissance. Et donc là, on est incité évidemment à regarder plus près, mieux regarder, prendre une loupe, effectivement. Et puis voilà, l'idée générale, c'est bien peut-être s'intéresser, pas moins, mais autrement aux animaux et passer un peu des grands animaux emblématiques à des animaux un petit peu moins populaires, mais qui sont peut-être plus intéressants pour nous aujourd'hui parce qu'on ne les connaît presque pas. Non, c'est une des bases, je dirais. La connaissance est une des bases. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a des gens qui, effectivement, tout en ayant des connaissances, puisque j'ai eu des étudiants en biologie qui connaissaient très bien les araignées et qui sont venus me voir parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y a une acceptation aussi de la diversité de formes. On revient sur le côté le plus éloigné de notre morphologie aussi, et cette acceptation de la diversité et enlever un peu, je vais mettre des guillemets, pour un certain nombre de bêtes, du délit de sale gueule un petit peu. Donc du coup, ça, effectivement, ça se travaille aussi derrière, mais pas que avec la connaissance. Et peut-être ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des effets de capillarité qui font que si on s'intéresse à une espèce éloignée, les autres sont aussi plus intéressantes après. C'est-à-dire si vous commencez à considérer peut-être plus les fourmis ou les araignées ou les guêpes, il n'est pas exclu que vous regardiez autrement des autres insectes qui semblaient jusqu'à présent dans un champ complètement, dans le champ de l'hostilité ou en tout cas de la peur. Donc je pense qu'il y a des effets intéressants de capillarité. Nicolas ? Je pense qu'il y a trois trucs. Enfin, moi, je voudrais juste trois petites choses rapides par rapport à ça, par rapport à cette question de connaissance. Ça commence au niveau des enfants, forcément. Mais aussi dans la manière dont on en parle. Et quand on vous écoutait, c'est amusant parce que vous avez dit j'ai l'habitude de travailler dans les zones les plus atroces du monde. On a réagi tous les deux. Non, mais c'est vachement intéressant parce que pour nous, c'est des zones hyper intéressantes parce qu'elles sont très riches de tout un... Donc, et en fait, ça commence par rapport à ce que vous dites à vos enfants. Moi, j'ai eu du bol. Mes parents, plutôt que de dire attention quand il y avait une bestiole, ils me disaient regarde. Et je crois que c'est une attitude déjà, premièrement. Après, vient la connaissance. Tiens, regarde la guêpe de Darwin, en fait, elle soulève sa queue comme ça pour pondre à travers ce truc-là, machin. C'est hyper intéressant, une curiosité. Mais ça commence par regarde. Après, il y a la connaissance. Tiens, elle fait des bonds de ting, tiens, elle a les guibolles qui font ça, ou je sais pas quoi. Bon, elle est copine avec ses machins. Bon. Et après, ça n'empêche pas que, par exemple, moi, j'avais la trouille des requins. J'avais une phobie des requins. Quand j'étais petit, vraiment une phobie très très importante. Et ce n'est qu'en psychanalyse que j'ai réussi à la faire sauter, pas parce que je faisais de la surconnaissance du requin, parce que je peux vous raconter plein de trucs sur les requins, c'est pas le but du jeu. J'étais devenu spécialiste des trucs de requins qu'on pouvait lire quand j'avais 15 ans. Mais pourquoi ? Parce que quand j'avais 4 ans, j'ai eu un accident assez important à l'œil et j'ai dû aller à l'hôpital. On avait failli perdre l'œil, etc. Ça a marché, ça va, je vous vois super bien. Mais j'ai dû rester pas mal de temps à l'hôpital. Et mon oncle, qui devait avoir 16-17 ans à cette époque-là, avait trouvé une bonne idée. C'était de me préparer une cassette audio avec des enregistrements de musique de films d'horreur. Alors que moi, j'en avais 4, donc je ne les avais pas encore vus. Et parmi ces... Mais vous voyez la musique des films d'horreur. Et parmi ces films d'horreur, évidemment, il y en avait un qui venait de sortir. C'était... Le requin qui arrive. Bon. Des années plus tard, j'ai vu Spielberg, j'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai eu super la trouille, j'ai eu la phobie des requins. Pas à cause de Spielberg, pas à cause du requin, mais à cause du tonton. De la source de l'hôpital et de mes souvenirs dans les couloirs avec cette couleur verte quand j'étais sur le machin et qu'on devait aller en salle d'op parce qu'on devait recommencer parce que ça marchait pas. C'était de ça dont j'avais peur. Mais je l'avais associé au requin à cause de la musique, à cause du machin. Donc des fois c'est la connaissance et des fois ça doit venir
En tout d'autres cas, choses au-dessus. Oui, tout à fait, parce que quelquefois on a une phobie, mais on se rend compte au bout d'un certain temps, et là, dans ces cas-là, je m'en rends compte quelquefois dans des séances, et je dis, ce n'est plus moi qui dois intervenir, il faut que vous alliez voir quelqu'un d'autre, puisque dans cet objet phobique, il y a quelque chose d'autre qui n'a rien à voir en lien direct avec l'objet phobique. Merci beaucoup à tous les quatre. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il vaut mieux s'intéresser de plus près à la petite bête dont on a peur. Et puis surtout, on n'en tue plus jamais aucune. Merci beaucoup à tous les quatre. Nos quatre intervenants ont des livres à vous dédicacer. Si vous le voulez, ils sont là à votre disposition. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.